Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Le Ring. Aujourd'hui nous recevons un crack, un jeune, il s'appelle Jacques-Bertrand Man. Jacques-Bertrand Man, bonjour. Bonjour mon cher. C'est un plaisir de vous avoir dans Le Ring. Ici c'est des idées, ce n'est pas des coups de poing, comment vous allez? Très bien. Le plaisir est partagé. Mais quand j'ai entendu le ring, j'ai pensé à un ring de boxe. Je me demandais si nous partons des idées pour nous retrouver dans une bagarre. Mais c'est bien que ce soit une vue de l'esprit. Donc, je suis très heureux d'être avec vous et d'échanger fraternellement avec vous. Le plaisir est le mien. Je vous prends à chaud. Qui a gagné les élections 2012, les élections présidentielles? Je dois vous dire que le Conseil constitutionnel a désigné M. Biya Paul comme vainqueur de l'élection, mais le peuple camerounais a choisi M. Issa Chiroma. Le peuple camerounais a choisi M. Issa Chiroma. Est-ce que vous étiez à cette époque-là au PCRN 4? Est-ce que vous aviez au PCRN les procès-verbaux qui démontraient à suffisance que c'est M. Issa Chiroma le vainqueur? Je dois vous dire que le PCRN était installé sur le triangle national et avait à peu près, sur la base des informations que j'ai recoupées, des vraies informations. Parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a eu des informations qui ont circulé. Les gens parlaient des dizaines de milliers de PV, mais je vous dis, le PCRN n'avait pas plus de 5500 et poussières de PV. Et même sur ces PV-là, monsieur le candidat Issa Chiroma avait une très grande longueur d'avance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai démissionné du PCRN. Parce que lorsque je me suis rendu compte que sur la base de ces informations, ce candidat-là, avec une longueur d'avance, moi j'ai demandé à mon ancien président de l'époque, que vous connaissez, bien sûr, pour ne pas le citer, je lui ai demandé d'annoncer cette avance-là. Parce qu'il fallait que la démocratie soit vécue. Parce que nous avons vécu le hold-up électoral en 2018. Nous avons vécu les brimades qui ont émaillé la période post-électorale en 2018. Pour moi, il n'était pas question que nous entrions encore dans ce sillage. Donc moi, j'ai dit, il fallait que M. Liby annonce cet écart d'avance qu'avait le candidat Issa Chiroma. Parce que je suis une personne qui est convaincue que la vérité doit être appliquée. C'est pas parce que je soutenais à cette élection M. Liby que je me rends compte, bien après, qu'un autre candidat est en pole position de gagner, que je ne vais pas accepter cette victoire. Donc, ça a été là l'une des pommes de discorde qui a fait en sorte que, après que j'ai demandé, j'ai donné cet ultimatum-là à mon président de l'époque, d'annoncer cet écart, sinon je démissionnerai du PCRN. Et il n'a pas fait, vous connaissez la suite. Vous avez démissionné. Avez-vous toujours la vidéo dans laquelle le ministre Grégoire Noir soudoierait l'honorable Cabral Liby à hauteur de 1 milliard pour qu'il ne reconnaisse pas Issa Chiroma comme vainqueur? Cette vidéo, elle est au chaud. Elle est au chaud parce que... Vous l'avez quand même? Mais bien sûr. Oui. Elle est au chaud parce que, vous savez, il arrivera un temps où on devra faire l'histoire, écrire l'histoire de ce pays. Monsieur Grégoire Ona, que vous connaissez très bien, est coutumier du fait. Vous savez que lors des élections régionales dans la zone d'Union Ikele, il a joué un rôle trouble contre le PCRN à cette époque-là, en allant soudoyer, d'une certaine manière, les conseillers municipaux du PCRN, dans la nuit, avec des mallettes d'argent. Ça s'est su et connu de tout le monde. Il est allé avec des mallettes d'argent? Non, je vous dis ce qui est clair. Ce qui est clair, c'est les vrai. conseillers municipaux, écoutez, oui. Écoutez bien. Vous savez, il m'a toujours paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective des choses plutôt qu'aux imaginations que l'on peut s'en faire. Oui. J'ai toujours tiré, moi, mes principes de mes préjugés, mais beaucoup plus, non de mes préjugés, mais de la nature des choses. Parce que ce sont les choses qui m'instruisent chaque jour et ne m'apprennent point à mentir. Ces assertions-là, je les prends de 3 célèbres auteurs, parce que c'est de la vérité. Les conseillers municipaux du PCRN de l'époque, dans l'Union Ikele, avaient été achetés par le RDPC. Et celui qui était à la manœuvre,
c'était le ministre dont je vous ai parlé. Grégoire Ona. Et je vous dis, moi j'étais chez moi. Je vous plante le décor de cette affaire. J'ai reçu une vidéo anonyme dans laquelle on voyait visiblement M. Grégoire Ona et M. Libi discutant sur la cagnotte. Vous comprenez? Et moi j'ai été profondément déçu parce que j'avais vu. Vous me direz peut-être que cette vidéo n'est pas authentique et tout. Moi-même, je vous ai dit que lorsqu'arrivera le moment des comptes, personnellement, je financerai l'authentification de cette vidéo. Parce que je pense qu'on doit mettre un terme à la roublardise. Je pense qu'on doit mettre un terme au mensonge. On nous a beaucoup menti. Les Camerounais ont besoin de quelque chose d'autre. Les Camerounais ont soif de la vérité. Et justement, Cabral Libi dira dans une vidéo qu'il est content d'être troisième, mais il ne dira jamais qui était le premier. Vous comprenez donc où se trouve la roublardise. Vous ne pouvez pas déclarer, décréter votre rang de troisième sans pouvoir déterminer qui est le premier et qui est le deuxième. Ça veut dire qu'il y avait un plan qui était savamment monté, savamment orchestré pour que la victoire du peuple soit volée. Mais on est quand même un peu embêté. Le PCRN est un parti de l'opposition, au même titre que le MRC. Pourquoi on irait soudoyer? Soit vous êtes naïf, soit je vous accuse d'être complice. Le PCRN est un appareil de gouvernance du RDPC pour anéantir toutes les autres forces du changement, toutes les autres possibilités de crédibilisation de notre leader. Vous comprenez? Pourquoi le PCRN et son leader ne se sont jamais positionnés avec les autres leaders des forces du changement pour mener une action véritable? Vous allez vous rendre compte que même dans la révision du code électoral, M. Libi, à un moment, n'était plus là. Il a trouvé des prétextes pour ne pas être aux assises. Lorsque les leaders de l'opposition se sont réunis à Bafoussam, non, à Fumban, il a trouvé une excuse pour ne pas être là. Vous comprenez? Lorsqu'il y a des éléments aussi importants, que les leaders d'une opposition, d'un pays, se retrouvent à la veille, à l'orée d'une élection présidentielle, quel que soit le motif, messieurs, vous assistez, quel que soit le motif, parce qu'il s'agit là de l'intérêt général. Il s'agit là de penser, je dis penser, c'est-à-dire soigner les souffrances des Camerounais. Il s'agit là de mettre en avant l'alternative crédible. Quelle alternative crédible peut-elle se mener, peut-elle se faire sans que les leaders d'une certaine opposition ne soient mis ensemble? C'était là l'occasion rêvée pour que l'opposition camerounaise se mette ensemble et choisisse un homme providentiel pour pouvoir conduire le peuple vers la victoire. Oui, vous démissionnez du PCRN et dans vos sorties, vous accusez les soutiens de l'honorable Cabral Libi de vouloir en tenter à votre vie. Je ne vais pas être désobligeant. Mais vous savez, de vouloir vous tuer. Vous savez, je n'accuse pas. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Ils ont voulu vous tuer. Monsieur, j'ai été cogné de plein fouet par un 4x4 noir au carrefour Hôtel de l'Air à Douala. Je prends pour témoin Tony Nobody, Damien Macon et même lui-même, Cabral Libi. Vous comprenez? J'en ai souffert. J'ai eu des blessures, non pas physiques, mais aussi internes. Parce que comment se rendre compte que des personnes avec qui vous avez cheminé pendant des années, simplement parce que vous avez une divergence sur le plan d'une opinion, sont capables de vouloir en finir avec vous? Et pourquoi ils veulent Il n'y a pas plus cynisme que ça. Et pourquoi ils veulent absolument vous éliminer? Non, parce que je ne respecte pas le cadre. Je ne respectais plus la ligne. Je ne respectais plus le projet. Quel projet? Celui de la roublardise. Quel projet? Celui du mensonge. Quel projet? Celui de l'empiffrement sur le dos des Camerounais. Vous savez, je ne suis pas un homme parfait. Oui. Mais il y a quelque chose sur laquelle je suis convaincu que vous ne trouverez pas une seule personne dans cette République qui vous dira le contraire
c'est que je suis un homme de conviction. Ça se voit déjà dans vos prises de position. Dis-nous un mot en passant, comment trouvez-vous la députée Norane Foster? Elle était votre camarade. Je vais la décrire. En un mot, comment mis? Courageuse, Oui. belle, ambitieuse. C'est la femme de quelqu'un? Est-ce que ça enlève le fait qu'elle soit belle? Allons-y. Ambitieuse, Oui. mais quelque peu, un peu naïve. Elle est dans la roublardise, elle aussi? Non, écoutez, j'ai dit un peu naïve. Parce qu'elle a tout pour sortir de cette roublardise-là. Elle choisit de continuer à rester là. Alors que son mari, qui lui, pour moi, est un visionnaire, est parti. Est parti de là, c'est vrai. Il a quitté le truc. Je veux bien comprendre. Après les élections présidentielles du 12 octobre, il y a eu la crise post-électorale. On voudrait bien comprendre à ce moment-là, que ce soit Jacques Bertrand Man ou le PCRN, sont rentrés dans un mutisme total. Mais arrêtez ça. Des millions de Camerounais. Écoutez, monsieur, monsieur, je ne vous le permets pas. Écoutez, voilà ce qui est la réalité. Oui. Allons-y expliquer. Avant même la proclamation des résultats, il y a des vidéos sur Internet, là où j'avais dit que M. Paul Biya était tombé. J'avais dit que le régime totalitaire de M. Biya était tombé. Je l'avais dit, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Après les résultats des élections, j'ai dit que la victoire du peuple avait été volée. Je l'ai dit, je suis constant. Le jour même des élections, j'ai tourné une vidéo dans laquelle j'ai démontré que le régime en place est en train de faire des fraudes au niveau de mon bureau de vote à Newton Aéroport. Comment vous pouvez me taxer d'avoir été silencieux, d'avoir été muet par rapport à cette injustice? Vous parlez de votre parti. Je n'appartiens plus à ce parti. Vous ne pouvez pas m'identifier par rapport à ce parti. Encore que nous avons débuté cet échange-ci, je ne savais pas que vous allez accentuer le premier volet de cet échange sur ce parti. Je ne suis pas venu m'asseoir ici avec vous pour débattre forcément de ce parti. C'était la première dorsale de notre émission. Maintenant, nous sortons carrément de ce parti. Lors de la présentation des vœux à la première dame, là c'est tout des pics, hein. Vous allez me suivre, nous sommes dans le ring. Vous allez le lendemain faire une vidéo et faire une diatribe sur la réception. Qu'est-ce que vous entendez par diatribe? Vous avez eu critique virulente. Vous aviez eu la dent dure à l'endroit de la première dame. Les fleurs sont venues du Kenya. Écoutez, j'ai été vrai. Oui. Comme toujours. Vous savez ce qui me distinguera des leaders d'opinion que vous aurez en face de vous. C'est que moi, je suis vrai. Très courageux aussi. Peut-être. Mais je suis vrai. Je suis un transitaire dans ma vie de tous les jours. J'ai une entreprise de transit qui est basée au fret aéroport à Douala. Je vois chaque jour des colis qui sortent d'autres pays, qui arrivent au Cameroun et qui sont destinés à la présidence de la République. J'ai vu les fleurs qui ont été utilisées au palais de l'Unité sont sorties de l'aéroport international de Douala, venant du Kenya, avec des factures faramineuses. Figurez-vous que des gens importent des fleurs simplement pour le pavoisement à hauteur de 300 millions de francs. 300 millions de francs. C'est inhumain. Je pense qu'il n'y a pas plus mauvaise gouvernance que ça. Et vous croyez que moi, étant un homme de conviction, j'allais rester là, j'allais regarder ça, j'allais applaudir, ou alors j'allais aussi encenser cela, comme ceux qui sont allés au palais pour manger, comme ceux qui sont allés s'embrasser au palais et tout ça, alors qu'ils avaient dit en 2023 qu'ils n'entreraient pas au palais tant que ceux-là seront là. Oui. Parce qu'ils sont des prévaricateurs de la fonction publique. Cabral, lui, l'avait dit. Il est donc allé au palais se filmer là où il y a des fleurs qui ont coûté 300 millions. Alors qu'ici, à Douala, au quartier Newton Aéroport, à quelques mètres de la barrière de l'aéroport de Douala, je dis à moins de 2 mètres de la barrière de l'aéroport de Douala, c'est un quartier qui manque d'eau, qui manque d'électricité. C'est un quartier qui manque de voies d'accès. C'est un quartier qui est inondé 7 mois sur 12. C'est un quartier où il n'y a pas un centre de santé fiable.
Vous voyez donc dans quel environnement moi j'ai grandi. Parce que c'est là-bas que j'ai grandi. On comprend bien parce que dans votre vidéo, vous avez cité tout ça, qu'on aurait dû utiliser cet argent pour donner une vie. Vous voyez donc que, comme vous avez dit, ce ne sont pas des diatribes, ce sont des diagnostics que j'ai posés sur des faits palpables. Okay. Et là, justement, depuis un certain temps, vous êtes devenu le chouchou des réseaux sociaux. Très courageux, moi je vais l'avouer. J'ai regardé pas mal de vos vidéos. Vous luttez, vous menez un combat. Et je pense que vous êtes en train d'être écouté contre l'insalubrité. Déjà, aujourd'hui même, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atagandi, a dit que quiconque jette un bout de papier au sol sera attrapé, arrêté par la police et mis en garde à vue. Et vous insistez, vous attaquez le maire Bassa Diné et vous avez pris du temps de sillonner toutes les ruelles. Vision 4 a fait un documentaire sur vous. On a envie de se comprendre qui est derrière vous. Dieu et la conscience. Nous sommes dans un pays où on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Nous sommes dans un pays où on nous a fait croire que lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, vous devez vous taire. Parce que si vous dites que ce n'est pas bien, vous allez mourir. Nous sommes dans un pays où des gens acceptent de vivre avec des immondices devant leur domicile. Le marché ne doit pas suivre. Nous sommes dans un pays où les gens vendent les vivres frais. Oui. Marché Sandaga. Sandaga, vous l'avez fait. Au-dessus des immondices. Nous sommes dans un pays où des gens traversent les immondices, traversent leur maison, leur quartier, pour te verser les ordures en pleine chaussée. Je ne pouvais plus tolérer ça. C'était plus fort que moi. Je me suis donc levé. J'ai pris les moyens que j'avais, c'est-à-dire mon téléphone, ma caméra. J'ai commencé à faire ces vidéos. Je vais vous surprendre. Aujourd'hui, j'étais à Yaoundé. Oui, j'allais même poser cette question. À quelques heures avant la conférence de presse du ministre, j'étais à Yaoundé, à Mendong, au marché, pour filmer la montagne d'immondices qu'il y a là-bas. Mais j'ai été accueilli comment? Les forces de l'ordre m'ont empêché de sortir mon téléphone pour filmer. M'ont carrément raccompagné aux sorties de la ville. Vous comprenez? C'est quand même grave. Alors qu'il y avait une conférence de presse à Yaoundé qui portait sur ça, sur l'impulsion des dénonciations que j'ai faites. Dans une république normale, on m'aurait appelé pour que je parte participer à cette conférence de presse-là. Parce que je ne veux pas me gargariser le torse en disant que c'est à cause de moi. Mais je pense quand même que la poubelle de Ange Raphaël, dégagé. À cause de moi. Je pense que la poubelle de Bonamou Sadi, également. Je pense que la poubelle de Koto, je pense que la poubelle de PK11, la poubelle de Bonabéry. Figurez-vous qu'à Bonabéry, je suis arrivé là-bas, j'ai failli avoir un AVC. Le tas d'immondices est posé en face de la mairie de la ville. Il y a des vidéos que j'ai filmées. Vous pouvez voir. Est-ce que c'est compréhensible dans un pays normal? On nous a donc finalement et vraisemblablement zombifiés. Sommes-nous tous atteints du syndrome de Stockholm? Moi pas, en tout cas. C'est pour cela que j'ai lancé la révolution. On reviendra dans quelques minutes, parce que vous l'avez déjà annoncé sur votre page. Avez-vous déféré à la convocation? C'était hier le 20, la Oui. police judiciaire. Oui. Qui vous en veut? Dans des langues, sans vous couper, mauvaise langue, le Congo, ça, comme on dit au Cameroun, disent que c'est madame, la première dame qui est derrière ça. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Simplement parce que l'officier de police qui m'a convoqué s'appelle Modèle Mukanjo. Oui, Modèle Mukanjo. Pour la petite histoire, cet officier de police-là a été mon camarade de classe à l'université. Et cet officier de police a été à 99% pour mon exclusion à l'université de Douala. Cet officier de police, à l'époque, avait monté tout un dossier payé par le recteur de l'université et les doyens et consorts pour me salir. Parce que moi, j'étais délégué d'amphi. On va en parler. Et j'étais curieux d'apprendre et de voir que sur la convocation, c'est le nom de Modèle Mukanjo qui revient. Et je vous dis que c'est là où j'ai pris ça très au sérieux.
Et donc, je suis parti le voir dans son bureau, à la PJ. Ça s'est passé comment, dites-nous? Je vous dis, je suis arrivé, modèle. Mais tu m'as convoqué. Il me dit, regarde, il dit, ah oui, c'est moi qui ai signé la convocation. Mais je n'ai pas vu que c'était ton nom qui était là. Ah bon? Je l'ai regardé. J'ai dit, modèle, tu connais plus mon nom? Il me dit, non, je connais ton nom. Mais j'ai signé, mais je ne sais pas, je ne connais pas pourquoi est-ce que j'ai signé. Je ne connais pas quel est le motif pour lequel tu es convoqué. Je ne connais pas qui a porté plainte, mais j'ai signé. J'ai donc compris que... Il ne connaît pas le motif. Il ne connaît pas, c'est ce qu'il dit, mais il me convoque. C'est absurde, ça. Et là, j'interpelle le délégué général de la Sûreté nationale. Monsieur Martin Bargangeli, regardez le genre d'agents de police que vous avez. Des personnes qui sont prêtes à vendre la République. Je n'en dirai pas plus. Je vais un peu vous titiller. Vous utilisez presque les mêmes méthodes que Cabral Libye. Vous me voyez venir. Cabral Libye avant. Écoutez, Je peux ne m'identifie. Non, pas identifier. Je vous interdis. Non, pas vous identifier. Écoutez bien. Allons-y. Je vous interdis, oui, à partir de cet instant-ci, de vouloir un seul instant m'identifier à ce monsieur. Non, je ne vous identifie pas. Pour que la suite de notre interview se passe dans de bonnes conditions, ne me comparez plus jamais à lui. Non. Vous me voyez venir. Est-ce que vous n'êtes pas une fabrication médiatique et que vous deviendrez demain, on ne sait pas, comme un roublard? Comment pouvez-vous décrire? Des langues disent que peut-être, vous, la jeunesse va vous faire confiance, elle est nombreuse, hein, cette jeunesse qui commence à vous suivre. Une personne qui a été violée dans les universités d'État, une personne qui a été renvoyée parce qu'il a décrié le fait qu'il a été violé par son enseignant, une personne qui a été chassée de toutes les universités d'État par le chancelier des ordres académiques, une personne qui a été martyrisée, qui a été souvent jetée en prison parce qu'il a voulu dénoncer des injustices dans la République. Vous pensez qu'il y a un montant que cette personne peut prendre pour supporter les diatribes du régime? Moi, tant que je serai vivant, le régime de M. Biapol ne m'achètera jamais. Voilà qui est bien compris. Maintenant, nous allons entrer dans une page, entre guillemets, triste de votre vie. Pas triste, à mon sens. Hein. Vous êtes un combattant. J'ai écouté, j'ai regardé beaucoup d'articles sur vous et j'ai regardé en intégralité votre conférence de presse à côté de la matriarche, Maître Alice Com. Et vous le disiez, vous êtes jeune comme moi, vous êtes persécuté depuis 17 ans. Ça me permet là d'aborder un pan de cette émission, votre vie à l'université de Douala. Vous dites que vous avez été violé. Parlez-nous de ce cas. Monsieur, je suis entré à l'université de Douala en 2007. Je venais du lycée de Ndorem, un lycée APK12. Très grand lycée. Maintenant, mais à notre époque, c'est un lycée qui n'avait pas de barrière. Oui, justement. C'est-à-dire que nous avons réussi à obtenir notre baccalauréat là-bas parce que nous savions d'où est-ce que nous venions. Nous savions que nous étions des enfants de familles pauvres et qu'il fallait absolument que nous renversions la tendance et que nous sauvions nos familles. Nous étions donc des élèves consciencieux. Donc j'arrive à l'université après avoir réussi brillamment mon baccalauréat en lettres scientifiques, en lettres littéraires, philosophiques. Je vous rappelle que j'ai eu 18 en philo. Super. Au baccalauréat. J'arrive au niveau 1. Je rencontre Sakaba Zemado, qui était dans la série des Mintumba et consorts, avec une autre série d'étudiants de l'époque qui étaient des aînés académiques. Arakamban Gervais, Allo Benjamin, qui est magistrat aujourd'hui, Georges Ekolo Dika, qui est à l'hôpital à Quintini, qui est responsable de l'économie, et bien d'autres. La première fois qu'ils m'adressent la parole, moi je m'appelle Mang, Jacques Bertrand. Ils me disent, monsieur, jeune homme, je t'appelle comment? Je leur dis, je m'appelle Jacques Bertrand Mang. Ils me disent, je leur dis, c'est comme ça que je veux que vous m'appeliez. Parce que c'est une appellation administrative. Parce que je souhaite avoir un rôle important à jouer.
Voilà comment, de fil à aiguille, ces messieurs-là me désignent délégué d'amphi au niveau 1. Nous étions 3500 étudiants, à peu près. De fil en aiguille, toujours dans le sérieux, dans la discipline. Parce que je vais vous dire que moi, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne consomme pas de drogue. Et ça, c'est depuis l'université. C'est peut-être maintenant que je peux me lâcher quand je suis en très bonne compagnie. Mais à l'université, Pas d'alcool? En fait, pas de déviance. J'habitais dans le campus. Même elle est petite? Non, j'avais une amie Ok. à qui je rends hommage aujourd'hui. Yvonne Ango, Odou. Elle doit être à Yaoundé actuellement. Qui m'a d'ailleurs beaucoup soutenu. Parce que je venais d'une famille extrêmement pauvre. J'avais réussi à obtenir une chambre à l'université de Douala parce que j'étais délégué d'amphi. Mais je n'arrivais pas à manger là-bas. Parce que mes parents n'arrivaient pas à m'envoyer de l'argent comme les autres. Mais elle, ses parents étaient un peu plus huppés. Et elle réussissait souvent à nous avoir quelque chose à manger. Et donc, vous voyez, donc j'étais quelqu'un qui avait la rage de réussir. En fin d'année, j'ai réussi à être le premier des 3500 étudiants. Nous sommes allés au niveau 2, j'ai refait la même chose. Nous sommes allés au niveau 3, j'ai refait la même chose. Premier? Oui. Et je prends à témoin le doyen Maudit Coco Bébé, le recteur Bruno Bokolébé. Je me souviens qu'à chaque année, chaque fois que je réussissais à être premier, le doyen Maudit Coco m'offrait un carton de rames de papier. C'était un deal. Et donc, je suis devenu en fait une vedette sur le plan académique à l'université. Ça veut dire que chaque fois qu'il y avait une communication importante dans le campus, c'est moi qu'on appelait. Parce que mes camarades, de mon niveau ou des niveaux inférieurs, s'identifiaient à moi. Et on m'appelait d'ailleurs le major. Il y a plusieurs qui connaissaient même pas mon nom, mais qui m'appelaient major. Je rends hommage à Moukete Ekoume, magistrat, directeur du contentieux à la communauté urbaine de Douala. À Eric Kwa Eric, qui est magistrat administratif, il doit être à Paris actuellement, qui tenait un club de déblocage qu'on appelait Juris Académaïs. À ce club de déblocage, je me souviens qu'il y avait un étudiant qui, moi, m'inquiétait, académiquement parlant. Mais je réussissais toujours à être meilleur. Il s'appelle Jules Nanko. Je regardais sur Facebook. L'autre jour, il y a 2 semaines, j'ai vu qu'il a soutenu sa thèse de doctorat. J'étais très content. En même temps, très triste. Parce qu'il était toujours deuxième, chaque fois que j'étais premier. J'étais content pour lui, mais triste pour moi, parce que je n'ai jamais réussi à poursuivre ce rêve-là. Vous savez, je suis un chef d'entreprise dans le domaine du transit aérien, à Douala. Mes bureaux sont frais à l'aéroport. Je suis même, au Cameroun, parmi les rares à avoir un certain nombre de certifications qui me permettent d'agir en qualité de responsable de la logistique dans le domaine du transit aérien. J'en suis fier. Mais ce n'était pas mon rêve. Mon rêve, c'était de devenir professeur agrégé des universités. Je l'avais dit au professeur Maudit, il le sait. Le professeur Janvier Onana le sait. Le professeur Donfar Sonken, ils le savent. Tous les professeurs qui m'ont approché le savent. Même celui qui a été mon bourreau. Qu'est-ce qui a tué votre rêve? Simplement parce que le professeur Jean Gatti. Jean Gatti? Parce qu'il est un mauvais enseignant, un mauvais parent, un mauvais éducateur, a réussi à faire en sorte que mon rêve soit brisé. Et je me suis déjà trop élancé sur ce sujet. J'aimerais dire que, avec la complicité des personnes comme Modèle Mukadjou, avec la complicité des personnes comme Oscar, docteur Obam Oscar, j'ai appris qu'il est décédé. Avec la complicité des personnes comme Bias, on l'appelait
elle avait un nom là, c'était professeur, quelque chose comme ça, avec la complicité de d'autres mauvais étudiants, indiquent à l'université, ils ont, après que j'ai dénoncé les violences sexuelles dont j'avais été victime, ils ont monté un dossier pour m'exclure de toutes les universités d'État. Et ce qui me fait mal, encore plus mal, c'est que même le grand chancelier des ordres académiques que je suis allé rencontrer à Yaoundé, accompagné du professeur Ndonfak Sonken, même lui m'avait régné, m'avait chassé comme un malpropre. C'est depuis lors que je m'étais dit que le temps passera. Mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. J'ai donc construit ma vie pendant 17 ans en tenant compte de ça, mais en me disant que l'avenir est plus promoteur que le passé. Je me souviens de la dernière conversation que j'avais eue avec le professeur Maudit Koukou, après qu'il m'avait renvoyé de l'université de Douala par l'intermédiaire du professeur Bruno Bokolede, sans que je ne sois convoqué à un vrai conseil de discipline, sans qu'il ne me serve même une décision de renvoi pour que je puisse l'attaquer en justice. Je lui avais dit, monsieur le professeur Maudit, je reviendrai à l'université de Douala enseigner. Vous serez peut-être là, peut-être vous ne serez pas, mais j'accomplirai mon rêve. Je le lui avais dit. Mais vous avez été quand même traduit au conseil de discipline à l'université de Douala, où on vous accuserait d'escroquerie. C'est faux. C'est faux. Je n'ai pas été traduit au conseil de discipline. Vous savez, il y a un document signé par le doyen. Il y a un document qui porte mon nom, ma signature. Quand vous êtes présent au conseil de discipline, vous signez votre présence, n'est-ce pas? Oui. Les documents que moi j'ai publiés, que j'ai reçus de leurs officines, oui. Parce que j'ai quelqu'un là-bas qui m'a envoyé ça. Vous les avez obtenus parce que je les ai publiés. Oui, vous les avez publiés. C'est moi qui les ai publiés. Vous voyez quelque part ma signature là? Il y a les feuilles de présence à un conseil de discipline, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai annoncé depuis des années que ces messieurs ne m'avaient jamais convoqué à un conseil de discipline. Parce qu'ils m'avaient renvoyé sans me convoquer, sans m'entendre, sans me juger, qu'ils ont fabriqué ça. Et vous voyez que sur ces documents, il figure un nom que j'ai encadré. C'est le nom de qui? Modèle Mukanjo. Oui, Modèle Mukanjo. Oui. Officier de police aujourd'hui. Qui vous convoque? Qui me convoque? Mais qu'en est-il avec l'affaire de 176 000, l'argent des polycopies que vous avez fait escroquer? Vous savez, et 300 000. quand on est à l'université, quand un étudiant, parce que j'ai bien regardé ces documents-là, oui. Si un étudiant vous donne 3 000 oui. À l'université, 2980 francs. Oui. Si vous ne lui remboursez pas, vous pensez qu'un étudiant va vous laisser? Non, il ne peut pas. Vous pensez que la liste est là, de ces étudiants-là, pouvait me laisser en vie avec leur argent? Non, non. Vous pensez, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, vous avez vu un seul étudiant, un seul camarade de promotion venir dire sous mes posts que je lui dois 3 000 de ces polycopiés? Je vous pose une question claire. Répondez à cette question. Est-ce que depuis que vous voyez mes vidéos, est-ce que vous avez vu un seul commentaire d'un seul, alors que nous étions pratiquement 3 000? 3500. Est-ce que vous avez vu un seul camarade dire sous mes posts que à l'université, tu avais bouffé mes 3 000? Est-ce que vous avez vu ça? Et pourquoi cet acharnement? Parce que lorsqu'on regarde, vous savez ce qui se passe. On dit même dans ces documents, c'est vous même qui les avez publiés, que vous avez des problèmes de démence. Vous avez des problèmes vous êtes un malade mental. Je n'exagère pas. Je suis un malade de la vérité. D'après ce qu'il dit. Écoutez. Je vais vous répondre. Je suis un malade de la vérité. Je suis un malade de la justice. Je suis un malade de l'équité. Je suis un malade du bien-être social. C'est pour cela qu'ils me traitent de dément. Parce que je suis différent d'eux. L'université n'a jamais financé votre traitement d'après les documents? Jamais. Parce qu'il se peut, vous avez été interné à la Quintini, l'université c'est bien que vous posiez cette question. J'ai fouillé. C'est très bien que vous posiez cette question. Ce qui s'est passé, oui, c'est que quand j'ai dénoncé l'injustice dont j'ai vécu, je suis allé m'asseoir
devant le campus de l'université avec une pancarte où j'ai écrit tout ça sur la pancarte. Vous comprenez donc que mon courage n'est pas venu de ces jours-ci. J'ai écrit avec une pancarte. Mes camarades ont commencé à me suivre. Les cours ont été paralysés à l'université pendant 2 semaines. Pour résoudre le problème, le recteur de l'université, par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelait le docteur John de l'hôpital Lakentini, responsable du service psychiatrique de l'hôpital Lakentini, enseignant à l'université de Douala, ils ont formaté un plan et là, il y avait un autre étudiant en grand, il s'appelle Ibi Otu. Il est aujourd'hui au Canada, il n'est pas seul. Il y a un autre qui s'appelle Achille, géant noir, mince. Ils sont à l'université de Douala. C'est eux qui m'avaient appâté pour que je sois kidnappé et amené dans les services du docteur John de l'hôpital Lakentini. Ils m'ont gardé secret là-bas pendant 4 jours. Au bout du 4e jour, ils ont appelé les caméras, ils ont filmé et ils sont allés montrer à mes camarades à l'université pour leur dire que votre camarade qui fait que vous ne fassiez pas cours parce que vous demandez justice pour lui, il n'est pas normal, il est fou, regardez. Ils sont de l'hôpital à Kenji. Non, mais il y a une lettre de votre père C'est père bien. évangéliste, qui demande au recteur de l'aider à vous C'est soigner bien. quand même. Vous voyez donc que dans cette lettre, lisez bien la lettre. Mon père dit que, dans la lettre, il dit que, on lui fait dire que son fils est atteint depuis quelques semaines des troubles. Depuis quelques semaines. Donc un gars, un type, qui a passé ses années de lycée, ses années d'enfance, jusqu'à l'université, toutes ces années d'université, jusqu'à ce niveau-là, sans jamais avoir de troubles. Ce n'est qu'il y a quelques semaines qu'il a des troubles. Parce que, et si même il y avait ces troubles, c'était peut-être parce que je m'étais fait agresser sexuellement. Et que ça avait chamboulé. Ça veut donc dire que si je suis fou, c'est l'université de Douala qui m'a rendu fou. C'est Bruno Bekolo-Ebe, c'est Jean Gatti, c'est Maudit Coco Bébé, c'est Modèle Mukanjo, c'est Ibi Oto, c'est Achille, le Meng Sekou. C'est toute cette bande-là qui m'ont rendu fou. Ils méritent donc d'aller en prison pour avoir rendu un Camerounais fou. Vous me surprenez quand même de dire que vous n'avez pas assisté au conseil de discipline. La lettre du conseil de discipline dit que vous aviez une tante qui travaillait à l'université et elle a représenté vos parents ce jour-là. Ah, donc mes parents sont dans la ville de Douala. Ont toujours été dans la ville de Douala. Mais vous ne les appelez pas. Vous appelez une tante. Alors que mes parents sont dans la ville de Douala. Mais quand il faut signer une lettre pour dire que je suis fou, vous appelez mes parents. Mais vous ne les appelez pas pour le conseil de discipline. Vous trouvez que la démarche est normale? Là, C'est la question que je vous pose. C'est quand même surprenant. Vous voyez que nous sommes dans la roubladise, n'est-ce pas? Vous avez sorti un livre, Le véritable visage de nos universités. Et vous dites en sous-titre que certains sont programmés pour échouer. Quel est le vrai visage des universités du Cameroun? Le titre de cet ouvrage, c'est Le véritable visage de nos universités. Comment comprendre la réussite des uns et l'échec programmé des autres. Oui. Je vous rappelle que j'ai écrit ce livre il y a 17 ans. 17 ans. Et je vais le dire pour le bonheur de nos téléspectateurs que ce livre-là, il coûte 5 000. Oui, il coûte 5 000. Merci pour la pub. Oui, Il coûte 5 000. Vous me contactez sur mon numéro qui est ouvert au public, le 655 93 01 44. Vous faites votre dépôt là-bas et j'ai des équipes qui se chargent de vous livrer dans la ville. Si vous voyez le livre, vous allez vous rendre compte que la production, elle est ancienne. Parce que le livre avait été produit en MAP, édition en MAP, de M. Eben, bienvenue. M. Eben, bienvenue, avait produit ce livre il y a 17 ans. C'est une histoire de il y a 17 ans. Avait voulu vendre le livre, mais les administratifs de l'université ont empêché que nous puissions entrer à l'université avec ce livre. Donc nous avons donc tout un stock. Et ce livre raconte à suffisance ce qui s'était passé à l'université. Vous voyez, ça veut dire que moi, j'ai chiffré, j'ai archivé tout ce qui s'était passé. Mais eux, ça là, c'est quand ils entendent là que ça va chauffer et tout, c'est là où ils se mettent
à prendre modèle, à chercher là où modèle est. Parce que modèle, c'est l'homme à tout faire dans leur dynamique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, et c'est dit dans le livre, j'avais porté plainte à Jean Gatti, à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. Mais seulement, je ne sais pas quelle alchimie, parce que j'étais très petit, parce que j'étais fils de pauvre, ils ont réussi à me faire incarcérer sans que je ne signe un mandat de dépôt même et tout. C'est le magistrat Nkoton Thiam. J'ai toujours son nom dans la tête. Je ne sais pas où il est actuellement affecté dans la République. Et je lui demande, s'il nous écoute, de se manifester. Parce qu'à lui, je lui avais montré la preuve de ce que j'avais été violemment agressé. Je lui avais montré la preuve de ce que j'avais été harcelé. Je lui avais montré la preuve de ce que j'étais une victime. Il m'avait libéré purement et simplement. Il m'avait fait la promesse de faire en sorte que des poursuites soient engagées à l'encontre de Jean Gatti. Mais M. Nkoton Thiam, je suis surpris que Jean Gatti et sa bande sont toujours à l'université de Douala. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de justice. Il n'y a jamais eu de justice. Et Dieu merci, ça pourra arriver puisque votre livre est en train de battre son plein. Nous aimerions, dans le cas de cette émission, parce que nous sommes des journalistes sérieux, on a eu la chance de lire. Vous l'avez lu? Pas encore. Je vais le lire, croyez-moi. C'est en préparant cette émission que j'ai découvert quel est le vrai visage des universités au Cameroun. L'université devrait être un technopôle de savoir dans lequel se forgent des valeurs sur la base de la science, sur la base du savoir, sur la base de l'intelligentsia. Mais aujourd'hui, l'université se meurt parce qu'il y a des fémanes qui sont entrés dans l'encadrement des étudiants. Figurez-vous, vous connaissez la procédure OS, la procédure d'identification, d'authentification de diplôme. Oui. Cette procédure ne marche pas à l'université de Douala. Justement, bien sûr, c'est vrai. Cette procédure ne marche pas parce que des gens prennent les diplômes des gens, leur prennent de l'argent, ne donnent pas l'authentification. Et vous savez qui est responsable de cette procédure à l'université de Douala? C'est le professeur Jean Gatti. Avec sa bande. La même bande. Maudit Coco, et ainsi de suite. Ils brisent les carrières. Ils brisent des rêves. Ces messieurs doivent être écartés du système des universités. Et tout ceci est su du grand chancelier des ordres académiques. Jacques Fandongo. Et il laisse faire. Ministre d'État. Ça veut dire que lui-même, il est complice. Il y a des choses qui se racontent autour des universités. Déjà, vous êtes aujourd'hui un témoin vivant. Les notes passage à l'université de Douala, non pas seulement les notes sexuellement transmissibles, ça c'est même un détail. Ce qui est plus grave, c'est qu'à l'université de Douala, vous pouvez obtenir un master sans jamais avoir mis vos pieds là-bas. Comment ça se fait? Vous pouvez obtenir un doctorat en ayant simplement été présent le jour de la soutenance. Parce qu'on vend tout, on brade tout. J'ai même dans le livre, j'ai même donné les prix de ces diplômes-là. C'est combien le prix? C'est 1 million, 2 millions? Allez acheter le livre, allez lire le livre. Donc je vais le faire. Je vais acheter ce livre-là parce que je veux bien sauver d'autres jeunes des prédateurs. Qu'en pensez-vous du tribalisme dans nos universités? Est-ce que ça sévit aussi? Ça figure dans le livre. Quand vous êtes à l'université, vous êtes recteur ou doyen, et vous autorisez que les gens viennent faire des réunions des bassards ressortissants du Nyon Ekele, de l'université de Douala. Réunion des Fulbé ressortissants du Mayo, je ne sais pas quoi. Réunion du peuple Ekan. Réunion du Bami Power. Réunion de ceci. Les clivages. Quand vous acceptez ça, quand vous admettez ça, quand vous-même enseignant, vous êtes parrain
des réunions de vos villages à l'université, comment est-ce que le tribalisme ne va pas naître? Est-ce que vous savez que ça existe dans toutes les universités au Cameroun? Même pas seulement à l'université de Douala. Ça dit, vous partez dans toutes les universités au Cameroun, vous allez retrouver ces cercles tribalistes-là. On doit mettre un terme à ça. Je pense avec votre concours et nous, la jeunesse, il faudra que ça cesse pour le futur de notre beau, cher et beau pays. Je n'aime pas trop cette expression-là. Vous pensez que vous n'aimez pas l'expression, pourquoi? Vous pensez que le Cameroun n'est pas un beau pays? Vous pensez qu'il ne nous est pas cher? Vous faites des erreurs. Et justement, c'est parce qu'on vous a fait croire que le Cameroun ne vous appartient pas, que le Cameroun appartient à une certaine classe de personnes, à un certain groupuscule qui se gave, qui s'empiffre à Yaoundé. Non, le Cameroun appartient à tous ses fils et filles. Du Cameroun. Dites, on est en train de sortir déjà de cette émission. Comment avez-vous vécu la finale de la CAN? Avez-vous regardé la finale? Oui, bien sûr, je l'ai regardé de bout à bout. Oui, comment avez-vous vécu cette finale? J'ai vu qu'il y a eu une injustice qui s'apprêtait à être faite. Mais j'ai particulièrement apprécié le joueur marocain qui a choisi de ne pas marquer le penalty qui était donné. Il a choisi ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'il n'a pas tiré comme il fallait. Je pense qu'il a compris lui-même qu'il fallait en fait ramener la justice. C'est ce rôle-là, le rôle de ce monsieur que j'ai envie de jouer au Cameroun. De celui-là qui conscientise, qui éveille les consciences, qui rappelle aux Camerounais que le Cameroun nous appartient à nous tous. C'est ce que vous faites déjà. Maintenant, il y a quelqu'un qui a pris... Nous allons revenir au Cameroun. Le Maroc a gagné. Le Sénégal a gagné. Nous revenons là, on reste dans le sport. À quelques jours de la CAN, Samuel Eto'o-Fils, grand joueur, vit le coach, vit les cadres de l'équipe, ramène une équipe très jeune à la CAN, président de l'Africa Foot qui a disqualifié tous ses concurrents, il s'est présenté seul. C'est un jeune comme nous. Quel est le regard que vous jetez sur l'Africa Foot? Je m'en voudrais si vous ne posez pas cette question. Le président Samuel Eto'o est un homme courageux. Le président Samuel Eto'o est un homme ambitieux. Le président Samuel Eto'o est un homme qui a de l'étoffe. Maintenant, vous voyez bien que, et c'est une coïncidence, je suis habillé aux couleurs de l'Africa Foot. Je suis en soutien du président Samuel Eto'o parce que c'est mon frère. Il n'est pas seulement mon frère camerounais, mais il est mon frère. Quand je dis ça, vous comprenez. Mais seulement moi, vous me permettez d'adresser un message à Samuel Eto'o. Monsieur le président de l'Africa Foot, vous êtes une icône, l'une des plus grandes icônes du monde du football. Vous êtes un cadeau que Dieu a donné au Cameroun. Je souhaite que vous nous permettiez de bénéficier de la lumière que vous avez. Ce que vous servez aujourd'hui, parce que j'ai toujours respecté vos choix, Monsieur le Président. Le choix de s'aligner vers ceux qui ont le champagne, au lieu de s'aligner vers ceux qui ont de l'eau. Je vous respecte, je vous aime comme un frère, mais je pense que vous avez votre place dans la révolution tranquille que je suis en train de mener avec tous les autres Camerounais. Je pense que vous devez donner de votre énergie, parce que vous êtes le Camerounais le plus aimé. Je pense que cet amour-là, vous devez le faire profiter aux Camerounais en leur permettant d'avoir la justice sociale, en leur permettant d'avoir l'équité, en leur permettant d'avoir un meilleur standard de vie. Ça ne sert à rien que lorsque vous passiez, l'on soit en train de vous aduler, comme je le fais souvent avec mes autres frères, alors que vous ne nous permettez pas de lutter contre l'oppresseur. Vous êtes du côté de l'oppresseur, Monsieur le Président Samuel Eto'o. Le reste, je vous le dirai en off. Mais je souhaite que les Camerounais sachent que vous êtes un des leviers de la révolution tranquille, sans les armes, avec les urnes, avec la pensée que nous nous apprêtons à faire au Cameroun. Monsieur le Président, nous avons besoin de vous. Ok, j'espère qu'il va recevoir le message par nos différents canaux. Valsero, vous êtes devenu le chouchou de Général Valsero. Le Bloc populaire tente à vous porter comme candidat. J'aimerais dire
Candidat à quoi? Candidat aux élections. Non, vous savez que moi, j'ai annoncé ma candidature aux élections législatives. Oui. Avant même que l'aîné, le grand frère, que vous citez, ne commence à le dire, il a été séduit par ma démarche de conscientisation des masses. Il a proposé d'accompagner ma candidature. Je ne refuse pas, tout comme je ne refuse pas que vous ou n'importe qui autre accompagne une initiative que je mène. Mais je n'ai pas encore pris mon téléphone pour appeler M. Valtero, pas parce que je ne veux pas le faire, mais l'occasion ne s'est pas encore présentée. Maintenant, s'il encourage ce que nous faisons, c'est bien, parce que nous aussi nous encourageons ce qu'il fait. Parce qu'il est l'une des personnes qui éveille le plus les consciences, à nous faire comprendre que nous ne devons plus être zombifiés. Nous ne devons plus tous être atteints du syndrome de Stockholm. Et pour cela, je pense que moi, je lui tire un chapeau. C'est vraiment un général. Vous allez vous présenter comme à la candidature pour être député, sous quelle bannière? Je suis dans un parti politique actuellement, oui. L'UPP. Oui. Si ce parti veut bien m'accompagner dans ce projet, je serai bien. Voilà. Et s'il ne veut pas, vous allez être une candidature indépendante? Non, je ne pense pas qu'il y a des candidats. Je ne sais pas si... Je n'ai pas bien lu le code électoral pour savoir s'il y a des candidats. Mais pour l'instant, je suis dans l'UPP et je vends les idéaux de l'UPP. Je suis secrétaire national à la communication de l'UPP. J'irai aux élections, s'il plaît à Dieu, avec l'UPP. Voilà. Vous, député, qu'est-ce que vous changerez? Moi, député, je serai le député des couches sociales défavorisées. Je serai le député des pauvres, le député des femmes battues, le député des orphelins, le député des indigents, le député de ceux qui ont subi tout genre d'injustice, le député qui veut redonner espoir aux Camerounais. Voilà qui est bien dit. Un mot de fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour l'échange. Un mot à nos téléspectateurs. Chers Camerounais, je vous aime. Nous avons reçu, je vous le disais tantôt, que c'est quelqu'un qui est assez outillé intellectuellement. Et il n'a pas sa langue dans la poche. Il a ce qu'on appelle là oratoire. Vous avez dû constater comme moi, il s'appelle Jean-Jacques Bertrand Man. C'est un jeune Camerounais qui a annoncé et qui a initié la révolution tranquille. Toutes les révolutions ne se font pas toujours par des armes. Il y a aussi des révolutions d'idées. Il a commencé par mener déjà un combat très féroce contre les immondices. Et vous pouvez rassurer, vous pouvez confirmer aux téléspectateurs que nous avons gagné cette bataille-là. Oui, et cette bataille est gagnée. Déjà que même la République est déjà en train de prendre des mesures très fortes pour que nous puissions vivre dans des villes aussi belles comme Abuja, des villes aussi belles comme Libreville, et pourquoi pas comme Paris. D'ici à là, portez-vous bien. C'était un autre numéro de votre émission Le Riz.